Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La Banque du Canada éprouve présentement des problèmes financiers tels qu'on peut le constater en analysant ses résultats du troisième trimestre de 2022. Pour la première fois de son histoire, la Banque centrale du Canada perd de l'argent. Oui, vous m'avez bien compris, les opérations de la BOC sont déficitaires depuis le dernier trimestre. Et compte tenu des restrictions qui lui sont imposées par la loi sur la Banque du Canada, la Banque centrale se retrouve avec un trou de plusieurs centaines de millions sur son bilan financier qu'elle ne peut comptabiliser. Que se passe-t-il avec les finances de la Banque du Canada? Et celle-ci pourrait-elle être poussée à la faillite si la situation ne se redresse pas? J'ai questionné la BOC directement et ils m'ont répondu. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer mes réponses à ces deux questions. Le travail de recherche pour cette vidéo a été réalisé en partie durant mon direct de la semaine dernière. Alors, si vous voulez vous aussi faire partie de nos discussions hebdomadaires, je vous invite à rejoindre la chaîne pour 4,99 par mois. C'est ni plus ni moins que la meilleure façon de me soutenir. D'ailleurs, un merci spécial à Olivier Hood, Pierre Rouillard, Mirza Mochevich et Rocky Bérubé pour leur soutien continu. D'abord, regardons ce qui se passe du côté des finances de la Banque du Canada. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Banque du Canada, comme toutes les autres grandes banques canadiennes, publie à chaque trimestre ses résultats financiers. Le bilan de la banque est présenté de façon conventionnelle où on y détaille la valeur de l'actif, du passif et des capitaux propres. La plus grosse part de l'actif de la BOC, ce sont ses placements qui sont constitués de bons du Trésor et d'obligations du Canada qui ont été achetés en 2020 et 2021 lors des différentes phases du programme d'assouplissement quantitatif opéré par la banque. Au début de 2022, la Banque centrale détenait plus de 435 milliards d'obligations gouvernementales ou 40% de la dette totale du gouvernement canadien. Un bond de géant par rapport aux 10% détenus avant la pandémie. Pour ce qui est du passif, la part du lion revient au dépôt des membres de Paiement Canada, au dépôt du gouvernement du Canada et aux billets de banque en circulation. Le capital action, ça représente la valeur nette de la Banque centrale canadienne. Vous prenez les actifs moins les passifs et vous obtenez la valeur nette qui, normalement, revient au propriétaire de la banque, soit Sa Majesté Charles III, chef du Canada. Pour ce qui est des opérations de la banque, ces revenus proviennent de l'intérêt qu'elle engrange sur les placements qu'elle détient. Au troisième trimestre, la BOC s'est fait verser 1,1 milliard en intérêts par le gouvernement canadien en raison des milliards d'obligations qu'elle détient. Pour ce qui est de ses charges, la plus importante est l'intérêt que la BOC doit verser sur les dépôts des membres de Paiement Canada. Qui sont ces institutions membres de Paiement Canada? Les grandes banques canadiennes, certaines banques étrangères, des compagnies fiduciaires et de prêts, des courtiers en valeurs mobilières, etc. Ces institutions sont autorisées à avoir l'équivalent d'un compte de banque à la BOC et y déposent des fonds sur lesquels elles se font verser un revenu d'intérêt par la Banque centrale. Au troisième trimestre, la Banque du Canada a versé environ 1,5 milliard sur ses dépôts. Après avoir payé ses charges d'opération, soit les frais associés au salaire du personnel de la Banque du Canada, les coûts liés à la production des billets de banque, à la recherche, etc., la perte totale de la BOC s'est élevée à 522 millions pour le trimestre. De ce 522 millions, 350 millions est dû à sa charge d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Banque du Canada perd-elle des millions sur son portefeuille d'investissement? Pour comprendre, retour en arrière à l'été 2020 lorsque la BOC décide de lancer son programme d'assouplissement quantitatif. Afin de financer ses dépenses fiscales telles que la PCU, le gouvernement fédéral inonde le marché obligataire canadien en émettant des milliards d'obligations. Pour éviter que le privé ait absorbé toute cette dette et que les taux d'intérêt explosent, la BOC intervient, elle se met à acheter des milliards de dollars d'obligations sur le marché secondaire auprès des institutions qui sont justement membres de Paiement Canada dont je viens de vous parler. Pour réaliser ces achats, la BOC se défend en niant qu'elle n'imprime pas de l'argent pour le faire. Dans les faits, elle a raison. Toutefois, on ne peut lui donner raison que si les faits sont interprétés au sens littéral. La BOC ne fait pas fonctionner la presse à billets pour faire ses achats. Au lieu de ça, elle crée des soldes de règlement, aussi appelés réserves ou dépôts. En fait, elle crée de la nouvelle monnaie de façon numérique en quelques clics dans le compte des institutions membres de Paiement Canada desquelles elle achète les obligations. Par exemple, lorsque la BOC achète 100 millions d'obligations détenues par RBC, elle ajoute 100 millions d'obligations dans ses actifs.
et elle crée numériquement 100 millions de nouveaux dépôts, soit un passif, dans le compte que détient la RBC avec la Banque du Canada. Le bilan est équilibré et le mécanisme est répété autant que nécessaire. La BOC récolte ensuite l'intérêt payé par le gouvernement canadien sur les obligations qu'elle détient au bilan et paye des intérêts sur son passif, soit les dépôts qu'elle a créés. Quand les taux d'intérêt sont au plancher, tout va bien. La BOC récolte un maigre revenu d'intérêt sur les obligations qu'elle détient et ne paye rien sur les dépôts des institutions. Le problème survient lorsque la Banque du Canada augmente son taux directeur. En montant le taux directeur, elle vient affecter le taux de rémunération des dépôts. Le taux directeur est souvent présenté comme étant une valeur fixe, 1 ou 2 ou comme présentement 3,75 En réalité, il s'agit de la valeur cible située au centre d'une fourchette opérationnelle variant de plus ou moins 0,25 Pour maintenir le taux de financement un jour à 3,75 comme il l'est en ce moment, la Banque du Canada offre 3,5 de rendement sur les dépôts et prête des fonds à 4 Cette politique incite donc les institutions à se prêter de l'argent entre elles à un taux entre 3,5 et 4 ce qui fait que le taux de financement un jour se situe généralement tout près de la cible fixée par la BOC. Donc, à mesure que la BOC augmente son taux directeur, celle-ci se retrouve à payer un taux d'intérêt plus élevé sur les dépôts qu'elle a créés. De l'autre côté, le rendement qu'elle obtient sur les obligations qu'elle détient est fixe parce qu'il est fonction du prix que la Banque du Canada a payé à leur acquisition. Compte tenu qu'elle a réalisé ses achats alors que les taux obligataires étaient historiquement bas, le rendement récolté sur les obligations du gouvernement qu'elle détient est famélique. J'ai questionné directement la BOC pour savoir quel était le rendement moyen de leur portefeuille de placement de près de 400 milliards. La réponse, 0,65 Ouch! On comprend maintenant la perte de 350 millions sur les revenus d'intérêt. La BOC récolte 0,65 d'intérêt sur environ 400 milliards de placements et paye 3,5 sur près de 289 milliards de dépôts. Ensuite, la question que je me suis posée, c'est où est-ce que la BOC va chercher l'argent nécessaire pour combler sa perte? Mon premier réflexe a été de regarder du côté du poste « Autre élément de l'actif » sur le bilan parce qu'il comprend les trésoreries. Comme n'importe quelle entreprise, la BOC pourrait piger dans ses trésoreries pour éponger sa perte. Cependant, en allant lire la loi sur la Banque du Canada, j'ai appris que les réserves de trésorerie ou le fonds de réserve tel qu'appelé dans la loi ne peut être utilisé que dans des situations bien précises. Malheureusement pour la BOC, les pertes liées à ces opérations n'en font pas partie. La banque n'émettant pas de dette ni de nouvelles actions sur les marchés pour se financer, je me demandais réellement où pouvait-elle aller trouver l'argent pour payer le manque à gagner de 522 millions. Sans source de financement additionnel, la BOC se retrouve avec un capital action négatif ou en d'autres mots avec une valeur nette négative. C'est un peu comme si un propriétaire vivait de son unique duplex dont l'évaluation marchande serait identique à l'hypothèque et ses revenus de location inférieurs à ses mensualités hypothécaires. À la fin du mois, il y a un trou dans son budget. Sans financement ou revenus supplémentaires, sa situation financière précaire finirait par le mener vers la faillite. Alors, comme le propriétaire du duplex, même si ses revenus sont inférieurs à ses obligations, la BOC doit les payer. C'est là que j'ai pris l'initiative d'écrire à la Banque du Canada pour leur poser la question suivante. La Banque du Canada a annoncé une perte de 522 millions lors de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre de 2022. Étant donné que la loi sur la Banque du Canada, article 27, ne lui permet pas de puiser dans ses fonds de réserve pour combler les pertes associées à ces opérations, comment la BOC a-t-elle procédé pour combler sa perte? Autrement dit, où est-elle allée chercher les fonds nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses charges durant le trimestre? Malheureusement, la BOC n'a pas répondu directement à ma question, pourtant bien simple. Les responsables aux communications se sont contentés de me fournir des extraits de discours réalisés ou donnés par le gouverneur et la sous-gouverneure de la Banque du Canada. Dans le premier extrait, Tiff McLean nous indique que le bilan de la Banque du Canada est appelé à diminuer compte tenu que l'assouplissement quantitatif fait place au resserrement quantitatif. En d'autres mots, la BOC ne remplace pas les obligations qu'elle détient, qui arrivent à échéance, qui réduit à la fois la taille de son actif et de son passif. Ensuite, il nous prévient que les pertes devraient continuer pour un certain temps. Ce n'est pas une surprise, tant que le taux directeur et le passif de la BOC resteront élevés, la BOC continuera de perdre de l'argent. Dans le deuxième extrait, Caroline Rogers discute des solutions possibles pour pallier aux pertes de la Banque centrale, essentiellement
Pour la BOC, le problème est avant tout comptable. La banque se gratte la tête pour savoir de quelle façon elle va enregistrer dans ses livres les pertes actuelles et à venir parce qu'actuellement, il n'y a pas de méthode établie. La sous-gouverneure nous dit qu'aux États-Unis, par exemple, la Fed enregistre un capital action négatif et le compense avec un actif reporté pour équilibrer son bilan. Une fois les bénéfices de retour, l'actif reporté est réduit jusqu'à temps que le capital action soit de nouveau positif. Une deuxième option serait que le gouvernement indemnise la Banque du Canada pour ses pertes, comme ça se fait dans d'autres pays. Puis, une troisième option serait de permettre à la BOC de conserver ses bénéfices au lieu de les envoyer au gouvernement tel que lui oblige la loi sur la Banque du Canada et ainsi compenser ses pertes enregistrées avec les bénéfices futurs. Pour l'instant, aucune solution n'a été introduite, mais le gouvernement y travaille et ça devrait inévitablement passer par une modification de la loi sur la Banque du Canada. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse directe à ma question. Où la BOC prend-elle l'argent pour neutraliser sa perte? Comment fait-elle pour payer les salaires et l'intérêt sur les dépôts des institutions si elle n'a pas assez de revenus pour le faire? Si cette situation financière était celle de n'importe quelle autre entreprise, on s'inquiéterait assurément pour sa pérennité financière. Heureusement, c'est la Banque du Canada et quand tu as une presse à billets dans ton sous-sol, tu ne peux pas vraiment faire faillite. En l'absence de réponse officielle de la Banque du Canada quant au financement de son déficit, je ne peux qu'assumer que la Banque centrale comble sa perte par la création de monnaie. Une fois les bénéfices de retour, une opération inverse de destruction monétaire devrait venir rétablir le capital action de la banque. Donc oui, la BOC est déficitaire, mais non, elle ne peut pas faire faillite. Elle est en quelque sorte au-dessus de la logique économique conventionnelle. Éventuellement, le gouvernement devrait statuer sur une méthode comptable pour enregistrer les pertes de la Banque du Canada. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de cette situation et en quoi votre lecture des choses diffère de la mienne. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.